Merci, monsieur le député. Maintenant, je suis prête à céder la parole au prochain intervenant, monsieur le député de Taschereau. Merci, Madame la Présidente. Me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler du projet de loi numéro 5, la loi qui vise à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Ma formation politique et moi-même allons voter contre ce projet de loi-là et je vais vous exposer pourquoi. Vous savez, le ministre des Finances et moi-même, on partage un objectif commun, celui de donner à l'État québécois les moyens de réaliser ses missions, notamment des missions en ce qui a trait à la santé et à l'éducation. Là où nos visions divergent, c'est dans la façon d'y arriver. J'ai écouté mon collègue du Parti libéral et je comprends que sa vision se rapproche beaucoup aussi de celle de la CAQ. Vous savez, le ministre des Finances est coincé dans un schème de pensée qui nous est hérité des années 80-90, c'est-à-dire les années Thatcher, Reagan. Pour lui, comme pour ses maîtres à penser, il n'y a point de salut en dehors du marché privé. Pour le ministre, la création de richesse passe par le ruissellement. On donne à des multinationales des opportunités d'affaires et cette activité économique devrait se traduire par la création d'emplois bien rémunérés. Le problème, c'est que pour y arriver, le ministre se voit obligé d'en donner toujours davantage à des multinationales possédées par des ultra-riches. Des délais plus courts, moins de réglementation, moins de protection de l'environnement, moins de protection pour les droits des travailleurs et des travailleuses, des blocs d'énergie à rabais, des crédits de taxes et d'impôts, des subventions, des prêts pardonnables. Dans la vision du ministre, l'État, l'environnement, les droits des travailleurs et des travailleuses, l'acceptabilité sociale ne sont que des entraves à la création de richesses. Cette approche, elle génère donc de nombreux problèmes. Cette façon de générer de la richesse est faite en vase clos, Madame la Présidente. Ce qui est brisé d'une main, nous devrons le réparer et le payer de l'autre. Quand une entreprise saccage l'environnement, il faudra bien nettoyer les dégâts. Quand une espèce faunique ou floristique disparaît, c'est la biodiversité qui est affaiblie et toute la chaîne alimentaire qui est affaiblie. Quand une entreprise menace de fermer boutique pour ne pas avoir à respecter les normes environnementales, c'est la santé des gens qui périclite, des personnes que nous devrons, bien entendu, par la suite soigner. Et évidemment, on a tous en tête un exemple très récent de ça. Et puis, de manière générale, on a bien vu dans les dernières années, quand les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. Et la pauvreté aussi a un prix, Madame la Présidente. Pour le ministre des Finances, il faut choisir entre l'économie et le reste. C'est pourtant un dilemme qui est illusoire. Parce qu'il est possible de réaliser des projets ambitieux pour le Québec, tout en préservant la qualité de notre environnement, en préservant les droits des Premières Nations et des Inuits, les droits des travailleurs et des travailleuses, en préservant nos services publics. À sa décharge, le ministre des Finances n'est pas le seul et surtout pas le premier à faire fausse route. Ses prédécesseurs qui réfléchissaient et agissaient de la même manière que lui ont causé aujourd'hui les problèmes que nous rencontrons en ce moment. Se mettre à genoux devant les multinationales, ce n'est pas une habitude récente. Bombardier, l'industrie de l'aluminium, la cimenterie Mécanis, Airbus, pour ne nommer que celle-là, toutes ces entreprises ont reçu des aides colossales de l'État avec des résultats souvent mitigés. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec affaiblissait sa capacité financière en réduisant constamment ses recettes fiscales. Pour des raisons électoralistes, tous les gouvernements des 30 dernières années ont fait le choix de réduire l'impôt sur le revenu des particuliers et de diminuer le nombre de paliers d'imposition, privant l'État québécois de revenus colossaux qui auraient permis de financer nos services publics, nos missions. Sans ces baisses d'impôts, le ministre des Finances aurait sans doute eu les moyens de faire son travail sans avoir à plier devant les multinationales. Mais il n'est pas trop tard, Madame la Présidente. Il est possible d'aller chercher l'argent où elle est, dans les poches des plus riches, et parallèlement continuer de faciliter la réalisation de projets économiques respectueux de l'environnement qui ont de vraies retombées positives ici au Québec. J'aimerais maintenant vous parler plus précisément de certains aspects du projet de loi. Je suis responsable du dossier de l'environnement. Ma collègue députée de Verdun viendra tout à l'heure parler des aspects plus financiers du projet. Donc, d'abord, sur la protection des milieux humides et forestiers, il est également impératif de souligner et d'énoncer que le projet de loi permet au ministre des Finances
d'autoriser des travaux irréversibles. On parle ici de déboisement, drainage, remblayage, avant même que l'évaluation environnementale globale ne soit complétée. Ces travaux-là, évidemment, ne sont pas mineurs, Madame la Présidente. Ils constituent des atteintes majeures aux écosystèmes qui rendent le refus final d'un projet presque impossible une fois le terrain dévasté. Le gouvernement a-t-il déjà oublié le tristement célèbre projet Nordvolt, où 13 hectares de milieux humides ont été détruits pour un projet dont la viabilité est aujourd'hui compromise, illustrant les risques de la précipitation? Le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre des Finances de permettre des travaux dans des milieux humides et hydriques, alors que le ministère de l'Environnement est relégué à un simple rôle consultatif, est tout simplement dangereux et inacceptable. Le Québec subit déjà une destruction rapide de ces milieux-là, 72,4 millions de mètres carrés détruits depuis 2017. Et le mécanisme de compensation qui existe, qui est supposé être là pour compenser cette destruction, est un échec avec seulement 1,18 % des fonds réinvestis dans la restauration. Le gouvernement doit respecter la hiérarchie, éviter, minimiser, compenser, plutôt que de faciliter la destruction de nos milieux qui sont précieux. En remplaçant les permis de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier par une autorisation unique, on écarte l'expertise technique forestière et on risque de dépasser la capacité de régénération de la forêt. Ce déboisement-là, qui est prématuré, fragmente en plus les habitats et menace la biodiversité, notamment les espèces en péril comme le caribou, dont on parle souvent, mais pour lequel on agit trop peu. Il est inacceptable que des espèces précaires perdent leur filet de sécurité au profit de projets industriels. Cette disposition contredit les engagements internationaux du Québec, adoptés à la COP 15, de protéger 30 % de son territoire en essayant de mettre une prépondérance à une protection du territoire dans le sud du Québec, là où ça compte le plus, là où notre impact est le plus grand actuellement. Madame la Présidente, pourquoi ne pas considérer la proposition de l'Association des biologistes du Québec qui demande que toute décision touchant les milieux humides et forestiers nécessite une recommandation favorable conjointe des ministres des Finances et de l'Environnement? L'accélération économique ne doit pas se transformer en dette écologique pour les générations futures. Malheureusement, le projet de loi numéro 5 traite l'environnement comme un obstacle plutôt que comme le fondement de notre résilience nationale. Je vous parlerai maintenant du respect des normes environnementales. Avant de décider d'aller plus vite, encore faut-il s'assurer que nous allons dans la bonne direction. Parce qu'un projet peut être plus rapide et en même temps profondément dommageable. Un projet peut être rentable à court terme et catastrophique à long terme sur le plan financier, budgétaire. Un projet peut être présenté comme d'intérêt national tout en affaiblissant les bases même de notre prospérité. C'est précisément ce que nous rappellent les mémoires déposées en commission parlementaire par des organisations différentes, issues du droit, de la science et de la protection du territoire, qui convergent vers un message clair et uniforme. Le respect des normes environnementales, ce n'est pas négociable. Les règles environnementales dont on dispose aujourd'hui ne sont pas apparues par hasard. Elles sont le résultat de décennies d'erreurs, de crises, de prise de conscience. On a voulu corriger la situation et on s'est bâti un cursus légal, un corps légal qui nous permet d'éviter de reproduire des erreurs. Pollution industrielle incontrôlée, contamination des sols, destruction d'écosystèmes, catastrophes naturelles aggravées par l'aménagement du territoire. Chaque épisode a laissé des cicatrices durables sur des communautés entières. Le Centre québécois pour le droit de l'environnement l'a rappelé avec force et vigueur. Le droit de l'environnement repose sur des principes fondamentaux: la prévention, la précaution, la responsabilité et la transparence. Ceux-ci visent à éviter que les dommages ne surviennent plutôt qu'à tenter de les réparer après coup. Parce que dans un bon nombre de cas, Madame la Présidente, réparer coûte presque toujours plus cher, prend plus de temps et ne permet pas toujours de retrouver l'état initial. On parle souvent de simplifier ou d'alléger les processus environnementaux. Mais simplifier quoi exactement? Simplifier l'analyse des impacts sur l'eau potable? Simplifier l'évaluation des risques
pour la santé publique, simplifier la protection des espèces menacées. Ce que ces organisations nous disent, c'est que derrière le vocabulaire technocratique se cache souvent une réalité plus brutale, réduire les exigences, écourter les analyses, limiter la participation publique. Or, les processus actuels ne sont pas complexes par plaisir. Ils sont complexes parce que la réalité qui tente d'évaluer l'est tout autant, Madame la Présidente. Les mécanismes d'évaluation environnementale existent pour éclairer les décisions politiques par des données scientifiques et une analyse rigoureuse. Alors oui, ça prend du temps. Oui, c'est complexe. Mais ce n'est pas là pour rien. Ça a un but. Et c'est basé sur l'expérience acquise au cours de toutes ces années où on a commencé à se soucier de protection de l'environnement, d'acceptabilité sociale, de santé publique. Sans ces mécanismes-là, les décisions risquent de se baser uniquement sur des projections optimistes, des pressions économiques ou des considérations politiques à court terme. Le Centre québécois pour le droit de l'environnement a également souligné que l'affaiblissement de ces processus peut augmenter l'incertitude juridique, multipliant les contestations et retardant finalement les projets. Donc, à vouloir trop accélérer, peut-être qu'en fait, on va ralentir les projets parce qu'il y aura de différentes manifestations, blocages de route, contestations juridiques des différents projets qui seront jugés illégitimes ou encore néfastes pour la santé humaine ou encore néfastes pour l'environnement. Autrement dit, contourner les règles ne garantit pas d'aller plus vite. Des cas de figure récents nous ont aussi démontré qu'environnement et santé publique vont aussi de pair. Qualité de l'air, accès à une eau potable sûre, exposition aux contaminants, vulnérabilité aux vagues de chaleur, tous ces facteurs sont liés aux décisions d'aménagement et d'infrastructure. Affaiblir les normes environnementales, c'est potentiellement augmenter les coûts en santé, les inégalités sociales et les risques pour les communautés les plus vulnérables. Alors voilà pourquoi, Madame la Présidente, nous allons voter contre le projet de loi 5 à cette étape-ci, au principe. Nous allons bien entendu étudier avec attention, faire participer à l'étude détaillée avec attention, avec diligence, pour s'assurer que ce projet de loi-là soit le moins pire possible, Madame la Présidente. On dirait qu'on va de recul en recul avec ce gouvernement-là. C'est une vraie catastrophe. Là, on recule à la fois sur l'environnement, sur l'acceptabilité sociale, sur l'état de droit. Je n'ai même pas parlé de ça. Ma collègue aux finances, la députée de Verdun, va sûrement en parler aussi. Le CQDA est allé d'une charge très forte quant à la détérioration, à l'effritement de l'état de droit. Le projet de loi 5 contient beaucoup de dispositions qui vont à l'encontre du droit à la démocratie au Québec. Et tout ça, pourquoi? Encore une fois, pour satisfaire les exigences de plus en plus nombreuses d'une industrie qui ne veut que cumuler les profits. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.